Nous avons le plaisir d'accueillir ce soir Philippe Subra. Philippe Subra, il est professeur de géopolitique à Paris 8. Il s'est toujours intéressé, professeur de géographie, s'est toujours intéressé au débat public. Ça a été une grande partie de son investissement universitaire de ces dernières années. Et là, il a été aussi, pendant 6 ans ou 7 ans, membre du conseil scientifique de TDIE. Et il a décidé ici de s'intéresser à un phénomène qui est très actuel, qui concerne et qui percute, je dirais, les projets d'infrastructure, qui est le phénomène des ZAD et des zadistes. C'est-à-dire de ces mouvements de contestation qui remettent en cause l'intérêt de développer des infrastructures de transport ou des infrastructures liées au transport sur le territoire national, mais après tout, pas seulement sur le territoire national. Alors ce mouvement, il est assez puissant dans la mesure où il bénéficie de relais dans la société, et vous en parlera mieux que moi, dans un certain nombre de territoires aussi, lorsque on a une contestation entre la préservation des terres agricoles ou la création d'une infrastructure qui en est consommatrice. Donc c'est un mouvement qu'il faut prendre au sérieux, et c'est un mouvement qui doit nous interroger aussi sur les formes du débat public et sur l'évolution du débat public dans les années à venir. Donc je n'en dis pas plus, je ne voudrais pas défleurer le sujet que va aborder Philippe Subra, mais je vous invite à lire son livre qui vient de paraître, et bien évidemment à le faire connaître autour de vous. Philippe, je vous donne la parole. Merci beaucoup, merci pour votre invitation. Je suis ravi de revenir ici, en tout cas à TDIE. J'ai beaucoup apprécié de collaborer au conseil scientifique dirigé par Michel Savy. Alors, voilà, qu'on entendra, j'espère, dans les phases de questions. Donc moi, je suis effectivement un géographe, mais un géographe un petit peu particulier parce que je m'intéresse beaucoup, ce que longtemps les géographes n'ont pas fait, aux questions de conflits, de rivalité de pouvoir, aussi bien sur des questions de gouvernance. Donc, j'ai par exemple écrit un livre sur le Grand Paris qui parle en particulier de la question de la métropole et aussi des projets d'aménagement, et puis sur les conflits autour des projets d'infrastructure, des projets d'aménagement, d'équipement, et la pratique de la concertation du débat public. Et je suis par ailleurs comité de rédaction d'une revue qui a maintenant plus de 40 ans, qui s'appelle Hérodote, qui est une revue de géopolitique, où j'écris des articles sur ces questions-là. Alors, je voudrais être tout à fait précis et clair au départ. Il ne s'agit pas, dans l'exposé que je vais vous faire, de discuter du bien fondé des projets d'infrastructure qui font l'objet d'une ZAD, et pas plus du bien fondé de la contestation que les zadistes mènent. Ce n'est pas ma question, ce n'est pas mon angle, ce n'est pas mon problème. Ce que je vais essayer de vous proposer, c'est une lecture froide du phénomène des zadistes, sans jugement sur sa réalité, mais en essayant de comprendre comment il fonctionne, quels enjeux, quels défis il constitue, il pose pour les porteurs de projets, que ce soit des maîtres d'ouvrage ou des porteurs politiques, et quelles perspectives on peut essayer de dessiner à la lecture de cette analyse. La question de départ, alors oui, ce qu'on a convenu avec Pierre Van Corneval, c'est une séance en 2 temps, c'est-à-dire un premier temps où je vais essayer de faire un diagnostic du phénomène, suivi d'un temps de débat avec vous, et puis un deuxième temps qui sera sur les perspectives, suivi également d'un temps de débat avec vous. Voilà, donc j'ai 25 minutes, je suis sous la surveillance bienveillante de Pierre Van Corneval qui me signalera si je suis un peu long, parce que vous savez, les universitaires ont un peu tendance à être un peu longs, entre autres défauts. Alors, j'ai pas beaucoup de choses à vous projeter, là quelques images pour vous mettre un petit peu dans l'ambiance, qui est loin du climat feutré de l'avenue Kléber.
et de la rue de Presbourg, et puis 2 cartes que je vous montre tout de suite, sur lesquelles on pourra revenir. Une carte des principaux conflits environnementaux en France en 2015-2016. Je les reprojetterai si vous voulez. Et puis une carte du phénomène des ZAD. D'accord ? Alors, mes questions de départ, c'était de savoir comment interpréter le phénomène des ZAD et qu'est-ce qu'il change. Qu'est-ce qu'il nous dit de l'évolution de la contestation des projets et des politiques d'aménagement ? Est-ce qu'il s'agit d'un épiphénomène qui serait né de conditions extrêmement spécifiques, une sorte de poussée de fièvre dont on pourrait s'attendre qu'elle retombe rapidement dès qu'on aura trouvé les bons remèdes? Est-ce qu'il s'agit de la résurgence de quelque chose de connu, un nouveau Larzac? Ou est-ce qu'il s'agit du début de quelque chose de nouveau, le signe d'une radicalisation durable de la contestation environnementale? Et c'est évidemment cette hypothèse qui est la plus problématique pour les maîtres d'ouvrage ou les porteurs de projets. En d'autres termes, est-ce qu'il faut s'attendre à une multiplication des zones à défendre à travers la France? Chaque fois qu'une zone humide des terres agricoles serait menacée par un projet de rocade, de technopôle ou d'aéroport, multiplication, et là je renvoie à ce que vient de dire Philippe Duron, qui rendrait caduques tous les efforts faits depuis une vingtaine d'années et le vote de la loi Barnier pour construire des pratiques de dialogue entre les porteurs de projets, les territoires, les opposants, et une multiplication qui conduirait à une paralysie des politiques d'aménagement assez semblable finalement à celle qu'on avait connue à la fin des années 80, au début des années 90, et qui justement avait donné naissance à cette innovation majeure qu'a été le débat public. Donc est-ce que les ZAD sont en train de nous ramener plus de 20 ans en arrière et de réduire à néant tous ces efforts, la ZAD étant a priori difficilement compatible avec la concertation? Et puis la troisième question, c'est comment y répondre? Est-ce qu'il faut y répondre par la force, l'évacuation, par le dialogue, la concertation, par le vote et par la démocratie directe, le référendum local comme celui qui aura lieu le 26 juin prochain à Notre-Dame-des-Landes? Alors, première partie, diagnostic. De quoi les ZAD sont-elles le nom? Vous le savez tous, le terme de ZAD, c'est un détournement ironique, assez réussi en termes de communication, d'un terme des aménageurs, les zones d'aménagement différées, pour des raisons historiques, parce que la première ZAD est née à Notre-Dame-des-Landes et que longtemps, la seule réalité du projet à Notre-Dame-des-Landes pour le territoire, c'était une ZAD, zone d'aménagement différé, au point que le terme a fini par désigner le projet. Et je dirais que pour les zadistes, finalement, utiliser le même terme, c'est une façon de préempter, à leur tour, à la manière de la zone d'aménagement différé, enfin plutôt avec une manière un peu différente, le territoire à la barbe de l'aménageur et des partisans politiques du projet. Alors c'est une bonne trouvaille en termes de com, c'est facile à prononcer, c'est facile à mémoriser, ça se décline, zadiste, et puis l'ironie du détournement ne peut que plaire aux opposants. Quelle est l'ampleur du phénomène? Alors là, on est un peu partagé, là aussi comme le disait Philippe Duron, entre l'impression que c'est un phénomène important et la réalité. En fait, depuis 2008, la France a connu une dizaine de ZAD, pas plus. Parmi ces 2 ZAD, il y a 2 ZAD importantes, que tout le monde connaît. Notre-Dame-des-Landes, la première, créée en 2008, la plus importante, de 200 à 500 occupants, selon les périodes de l'année, 1650 hectares, l'équivalent de 3 arrondissements parisiens. La plus emblématique, c'est un peu la mère des ZAD. Il y a celle de Sivens, qui a existé entre octobre 2013 et mars 2015, 200 occupants au maximum, 40 hectares, à propos d'un projet de barrage sur un affluent du Tarn qui s'appelle le Tescou. Et puis il y a une série de petites ZAD qui sont apparues dans les années 2012-2015, autour de projets d'aménagement ou d'équipements extrêmement divers, centres commerciaux, comme la ZAD des Bouillons près de Rouen, Rocade à Avignon, Technopôle à Agen, Center Park à Roibon dans l'Isère, projet de scierie d'incinérateur dans le Morvan, transformateur électrique dans l'Aveyron, plantation de pin dans l'Aude. Donc vous voyez une sorte de liste à l'après-vert. Et enfin, il y a une série de pseudo-ZAD
qui ne sont pas réellement des ZAD. Toulouse, le Mirail, Bure, Dessines, Rouen, le grand contournement ouest de Strasbourg, qui ne sont pas des ZAD parce qu'il n'y a pas occupation du site. Et donc là, il y a plutôt utilisation d'un label contestataire, déposé d'ailleurs à l'Institut de la propriété industrielle par un zadiste, et qui a deux avantages, celui d'appeler au soutien des opposants à ce type de projet à travers toute la France, et celui d'intimider ou d'essayer d'intimider l'État. Donc en gros, en appelant son combat ZAD, on dit à l'État « méfie-toi, je suis le nouveau Notre-Dame-des-Landes », et on dit aux partisans potentiels « aidez-moi, soutenez-moi ». La moitié des ZAD réels ont été évacués, Sivens, l'Aude, Agen, Dessines, les Bouillons. Donc c'est un phénomène, au final, assez limité, qui concerne une toute petite minorité des projets d'aménagement, mais qui en même temps constitue une source d'inquiétude majeure pour les maîtres d'ouvrage. Qu'est-ce qui fait une ZAD? L'occupation du site. L'occupation non pas temporaire, le temps d'une action de com, mais permanente, de nature à empêcher le début du chantier. La ZAD fonctionne comme un piège pour les pouvoirs publics. Soit les pouvoirs publics acceptent la présence de la ZAD, renoncent à la faire évacuer et ils enterrent le projet, puisqu'il n'y a pas de chantier possible sans la maîtrise du terrain. Soit ils font évacuer le site pour récupérer la maîtrise du terrain et ils s'exposent à des affrontements et donc à la production d'images qui montreront des jeunes, désarmés relativement, j'y reviendrai, face à des Robocop, les gendarmes mobiles, casqués, en uniforme, épaules renforcées, flashball, canon à eau, etc. Des images qui sont susceptibles de faire basculer l'opinion publique. Alors ça signifie que faire durer l'occupation, pour les zadistes, est un objectif majeur. Et donc, dans les ZAD les plus élaborés, notamment celle de Notre-Dame-des-Landes, qui est la ZAD modèle, il y a un dispositif opérationnel relativement sophistiqué qui a été mis en place avec des chicanes sur les routes, des postes d'observation, des checkpoints, un numéro d'urgence à appeler, la surveillance des réservations d'hôtels pour se tenir informé de la possible venue de troupes qui vont occuper les Formule 1 du secteur, des pneus et des matériaux pour faire des barricades qui sont prépositionnés, une radio libre qui émet évidemment sur la longueur d'onde de Vinci Autoroute, et une cellule de soins médicaux. Dans ce rapport de force, il y a deux champs de bataille. Il y a un champ de bataille réel, matériel, qui est le terrain de la ZAD, et il y a un champ de bataille virtuel, qui est le champ de bataille immatériel, qui est le champ de bataille des médias. Et ce qui est notable et essentiel, c'est que, évidemment, le champ de bataille réel est important. Sans résistance physique, il n'y a pas de ZAD, il n'y a pas de médiatisation. Mais ce qui est finalement décisif, c'est le champ de bataille médiatique. C'est là que se joue la bataille, parce que, comme dans une guerre asymétrique de type colonial, même si évidemment les choses sont très différentes par ailleurs, la victoire militaire que constitue la réoccupation du site peut se traduire par une défaite politique des pouvoirs publics. Il suffit que la reprise de contrôle du site donne lieu à des affrontements qui apparaîtront déséquilibrés et de la responsabilité de l'État, pour qu'une partie significative de l'opinion publique fasse le choix de soutenir les opposants, les zadistes. Donc c'est sur le terrain de l'opinion publique que se joue la bataille de la ZAD. On en a un exemple absolument frappant avec Sivens. Dans un contexte local défavorable aux zadistes, sur lequel je reviendrai si vous voulez au moment des questions, le simple fait, mais qui n'est pas un fait mineur, de la mort accidentelle, mais liée à un comportement policier, d'un jeune manifestant, qui plus est militant de France Nature Environnement, étudiant en botanique,
un étudiant en botanique, pour l'opinion publique, c'est un type qui fait des bouquets. C'est pas un casseur. A suffi à faire basculer entièrement l'opinion publique. Alors, la raison, c'est que en France, Dieu merci, des événements de ce type sont extrêmement rares. En matière de conflits environnementaux, en 40 ans, on ne connaît que 2 morts de manifestants. Vital Michalon à Cresmelville, un écologiste qui s'était peu intelligemment enchaîné à des rails à la sortie d'un virage pour empêcher le passage d'un train transportant des déchets nucléaires. Et pour le reste, ça n'arrive jamais. Et donc, d'une façon générale, d'ailleurs, les morts dans les manifestations sont extrêmement rares en France. Et donc, un événement de ce type apparaît comme un scandale absolu. Noël Mamère a dit tout de suite une phrase qui résume l'impression de l'opinion publique: on ne construit pas un barrage sur un cadavre. Et de fait, le gouvernement, immédiatement, a dû reculer, annoncer par la voie de Ségolène Royal la suspension provisoire du projet, et finalement adopter un projet qui est fortement réduit. Alors ce qu'il faut noter aussi, c'est que dans le cas des grandes ZAD, la victoire militaire n'est pas si évidente que cela. En général, les forces de l'ordre ont les moyens d'obtenir l'évacuation de la ZAD, mais cette évacuation a toutes les chances d'être provisoire. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, elle avait été suivie extrêmement rapidement, 3 semaines après, par une grande manifestation de soutien qui avait permis la réoccupation de la ZAD, la reconstruction de toutes les cabanes qui avaient été détruites, en plus solides, avec un afflux de dons en matériel, en argent, et de très très nombreux manifestants venus de tout l'ouest de la France. Et donc finalement, l'opération d'évacuation d'octobre 2012 a renforcé la ZAD au lieu de l'affaiblir. Tous les sites qui avaient été détruits ont été reconstruits. Et la ZAD est sortie plus forte qu'avant. Cette opération ne peut pas être renouvelée fréquemment. Pourquoi ? Parce qu'elle mobilise, dans le cas des grandes ZAD, des effectifs policiers beaucoup trop importants. Dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, par exemple, c'est 30% de la capacité de la gendarmerie nationale pour l'ensemble du pays disponible pour ce genre d'opération qui a été mobilisée. Et dans un contexte actuel de crise des finances publiques, donc plutôt réduction des crédits et multiplication des engagements des forces de l'ordre, COP21, Vigipirate, aujourd'hui contestation de la loi El Khomri, etc., ce genre d'opération ne peut pas être recommencé rapidement. D'ailleurs, entre novembre 2012 et aujourd'hui, il n'y a pas eu de nouvelle opération, de nouvelle tentative d'évacuation de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes. Donc c'est pas si évident que ça, et même si l'occupation avait lieu, eh bien, on peut penser que le fait de tenir le terrain durablement pour les forces de l'ordre ne serait pas une partie de plaisir, et qu'on pourrait assister à des scènes de guérilla dans le bocage qui seraient aussi négatives en termes d'image que des opérations d'évacuation. Alors la maîtrise de la communication est évidemment essentielle. Elle a été plutôt réussie du côté des zadistes. Les zadistes disposent, notamment à Notre-Dame-des-Landes, d'un site extrêmement bien fait qui s'appelle ZAD Nadir, avec toute une série de rubriques, de production, qui sont pour une partie traduits en une douzaine de langues étrangères, y compris le turc et l'arabe, avec toute une série d'autres sites d'opposants partout dans la France qui relaient les positions des zadistes, et puis les sites des opposants classiques, les agriculteurs, les riverains, les élus, qui sont aussi de ce type. Et en face, on a une communication finalement assez faible des partisans du projet. Si on regarde les 5 premières pages de Google quand on a tapé aéroport du Grand Ouest, eh bien on a une quinzaine de sites hostiles, 3 sites favorables, institutionnels, qui sont bien faits, mais qui sont noyés dans la masse, et puis des sites de médias qui relaient assez largement les positions des opposants. En face, on peut dire qu'en termes de communication, c'est quand même un zéro pointé. Je ne sais pas quel est l'imbécile à la direction générale de la police nationale ou au cabinet du préfet de Loire-Atlantique qui a choisi de baptiser Opération César au pays d'Astérix, une opération d'évacuation d'un camp retranché d'irréductibles opposants, mais visiblement, il n'avait pas fait d'études de communication très très approfondies. Et puis la médiatisation, elle permet aussi aux opposants de disposer d'un réseau
de comités de soutien. Vous avez figuré sur cette carte en petits points ces comités de soutien. Il y en a une centaine. Comité attaque, militants écolos, parti de gauche, NPA, libertaires, altermondialistes, etc., qui relaient les arguments des opposants et contribuent à faire connaître la lutte la lutte de Notre-Dame-des-Landes, mais aussi des autres luttes, des autres ZAD, apportent un soutien matériel et financier, apportent un renfort en cas d'affrontement sur place et multiplient les actions ailleurs. Dans les 3 mois qui ont suivi l'opération César, il y a eu 400 actions dans tout le pays, ce qui amène la gendarmerie à disperser ses forces. Donc c'est une forme de délocalisation du conflit à l'échelle nationale, inégale, évidemment, l'essentiel du conflit se fait sur place et à Nantes, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, mais qui est importante. J'ai encore quelques minutes sur les 25 ? C'est bien, j'ai quelques petites choses à dire encore. Une comparaison qui est souvent faite, c'est avec le Larzac ou avec Plogoff, et plus généralement avec les autres actions, contestations environnementales de ces dernières années. Il y a des différences absolument essentielles, et c'est important de les dire parce qu'elles permettent de comprendre vraiment la spécificité et donc les problèmes particuliers que pose le phénomène des ZAD. D'abord, il y a le rôle des militants extérieurs. Au Larzac ou à Plogoff, les militants extérieurs étaient dans une posture uniquement de soutien, en général d'ailleurs en dehors du lieu de la lutte, avec des grands rassemblements annuels sur le cours sous la lande de Plogoff, mais extrêmement rares. Ils étaient donc avec, mais à l'extérieur. Ici, les militants extérieurs sont sur place, ils sont à côté de la contestation classique, des opposants classiques, les riverains, les élus, les écologistes, mais avec leur propre agenda politique, avec leur propre thématique, avec leur propre autonomie. Ce sont des acteurs autonomes de la lutte. Donc, pour les pouvoirs publics, pour les promoteurs du projet, qu'ils soient politiques ou entreprises, ça veut dire qu'en face, ils n'ont pas un acteur unique relativement bien identifié dont on connaît le fonctionnement, comme les 103 paysans du Larzac, par exemple, qui ont des objectifs, qui avaient des objectifs relativement simples, clairs, l'abandon du projet. On a deux types d'opposants qui sont liés, mais qui obéissent à des logiques différentes. Et ça complique beaucoup les choses. Ce rôle à Notre-Dame-des-Landes, les zadistes l'ont obtenu parce qu'ils sont là depuis longtemps. Donc ils ont acquis une sorte de statut d'acteurs du territoire, même si tous les habitants ne les reconnaissent pas comme les acteurs du territoire. Ceux qui sont engagés dans la lutte reconnaissent ce statut absolument. Ils ont une légitimité, ils bénéficient d'une forme de respect, parce qu'ils combattent dans des conditions difficiles, ils prennent des coups au sens propre du terme, et ils sont indispensables au rapport de force et à la lutte. Donc c'est déjà ça une différence extrêmement importante. Ces militants extérieurs ont des objectifs plus larges que le seul abandon du projet. Et là, c'est aussi une différence importante par rapport au Larzac. Ce sont d'abord des militants altermondialistes. Donc, à travers la lutte contre ce projet, ils combattent d'autres adversaires plus importants, qui sont la mondialisation libérale, qui sont les États qui seraient au service de cette mondialisation libérale. Et donc, ils se situent dans la perspective d'une guerre dont Notre-Dame-des-Landes n'est qu'une bataille. Il y aura d'autres batailles sur d'autres thématiques. Toutes ne sont pas connues. Si cette bataille est perdue, c'est un échec, mais ça n'est pas un échec aussi grave que pour les riverains ou les agriculteurs. Et si la bataille continue, si elle s'éternise, c'est évidemment peut-être un peu moins bien qu'un succès, mais ça n'est pas un mauvais résultat non plus, parce que ça permet de continuer à faire de la propagande, du prosélytisme, de la communication autour des thématiques de la lutte altermondialiste. Donc là où les militants classiques se fatiguent de la durée de la lutte, celle-ci alimente l'aventure contestataire, révolutionnaire des militants altermondialistes. Enfin, il y a la question de la violence, qui est évidemment une question extrêmement importante. Grande différence par rapport au combat de Plogoff ou du Larzac, qui avait fait le choix de la non-violence pour des raisons à la fois éthiques,
beaucoup de catholiques pratiquants chez les paysans du Larzac, sans doute aussi à Plogoff, pour des raisons tactiques, la conscience que la bataille se jouait devant l'opinion publique et que pour garder les faveurs de cette opinion publique, il fallait absolument rester pacifique. Eh bien, à la différence de ces luttes-là, les zadistes n'excluent pas le recours à la violence parce qu'ils jugent qu'une certaine violence est légitime face à une autre violence plus forte qui est celle de l'État et des multinationales. Il y a donc un usage tactique de la violence. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Là aussi, il est important d'avoir une analyse froide, non caricaturale de ce qui se passe. Il y a des épisodes de violence graves. Il y en a eu à Notre-Dame-des-Landes, mais pas sur le site de la ZAD, plutôt dans les rues de Nantes. Il y en a eu à Sivens, parce que la ZAD de Sivens a évolué, j'y reviendrai de manière complètement différente. Et il y a donc une frange de cette mouvance zadiste qui est composée de gens qui recherchent l'affrontement avec les forces de l'ordre et qui donc détruisent des vitrines de banque, des abribus, etc. Pour la plupart des zadistes, par contre, l'usage de la violence doit rester purement défensif. Et donc c'est une violence de résistance à l'évacuation. D'ailleurs, dans le cas de Notre-Dame-des-Landes, contrairement à Sivens, les guerriers, comme on les appelle, dans le langage de la ZAD, sont pratiquement pas présents sur la ZAD, sauf à certains moments extrêmement courts. On les trouve dans les manifestations de soutien en ville. Alors qu'à Sivens, à un moment donné, ils sont devenus quasiment majoritaires, ce qui explique en partie l'évolution qu'a connue la ZAD. Alors, pourquoi est-ce que la violence est utile aux zadistes, un certain niveau de violence ? Parce qu'elle permet la mise en scène de l'évacuation comme une opération policière, scandaleuse, d'une violence elle-même disproportionnée. Pour que la violence des forces de l'ordre s'exerce suffisamment pour que les médias retiennent les images, il faut qu'il y ait une résistance physique suffisante des zadistes. Il y a donc un bon usage de la violence qui suppose une violence maîtrisée, suffisamment pour que l'opinion publique ou une frange significative de l'opinion publique, voyant les images des affrontements à la télévision, se disent « ces jeunes n'ont pas le choix, ils sont dans leur droit, ils résistent ». Il ne faut absolument pas que cette violence soit imputée au mouvement zadiste. Il faut que l'opinion publique spontanément l'attribue aux forces de l'ordre. Pour cela, les images, ce qu'on voit effectivement, jouent un rôle important. Et qu'est-ce qu'on voit le plus souvent ? On voit des gens en uniforme sombre, le plus souvent casqués, visière baissée, dont on ne distingue pas le visage, avec des renforcements aux épaules qui font penser à certains méchants de jeux vidéo, qui ont en face d'eux des jeunes qui ont quelquefois un casque, mais c'est les casques qu'on porte à mobilette ou en moto, qui sont habillés comme des jeunes, dont on voit les visages, qui, contrairement aux CRS, aux gendarmes mobiles, ne sont pas interchangeables, anonymes, déshumanisés, mais sont des vrais jeunes dont on sent la fragilité et l'individualité. Alors en plus, en arrière-fond, on a d'autres zadistes qui ne sont pas dans l'affrontement, qui portent des fleurs, des parapluies, avec une innovation très intelligente du point de vue scénique, qui est ce qu'on appelle les brigades de clowns, c'est-à-dire des jeunes qui sont ouvertement désarmés, avec des nez de clowns et des ombrelles, et qui s'interposent au moment de la charge des forces de l'ordre, ce qui permet à la fois de donner des images extrêmement parlantes, opposant l'innocence des uns à la brutalité des autres, et ce qui permet aussi de désarçonner complètement les forces de l'ordre qui, visiblement, n'ont pas été formées à la répression de manifestations de clowns. Et donc, on a un usage des images qui est extrêmement intelligent. Voilà. Alors, le défi pour les forces de l'ordre est symétrique, c'est-à-dire utiliser un niveau de force suffisant pour réussir à obtenir l'évacuation, mais qui ne fasse pas apparaître
l'intervention des forces de l'ordre comme disproportionnée, scandaleusement violente. Et donc les deux camps sont un peu sur le fil du rasoir, avec le risque que ça bascule. Évidemment, dans la réalité, personne ne contrôle vraiment ce qui se passe. Pas plus les forces de l'ordre que les manifestants. Et donc, il arrive que ça bascule. Donc, par exemple, à Sivens, évidemment, ça a basculé. Une mort que personne n'a voulu, ni les forces de l'ordre, ni les zadistes, et qui a eu des conséquences extrêmement importantes. Alors, s'il fallait trouver une filiation aux ZAD, ça serait plutôt les manifestations anti-G8, mais avec des différences importantes. Ce n'est pas les mêmes thématiques, ce n'est pas le même type de territoire. Le mouvement Occupy Wall Street ou les Indignados, mais là, il n'y avait pas de violence. Et puis le mouvement Notave, hein, en Val de Suse, en Italie, qui, là, présente énormément de caractéristiques communes. Alors, dernier point, quel est l'impact sur les conflits? C'est un impact majeur, parce que l'arrivée des zadistes est un renfort décisif pour les opposants, et d'ailleurs, en général, les zadistes arrivent appelés par les opposants classiques, à un moment où ceux-ci se trouvent dans une situation de faiblesse. Voilà ce que je voulais dire en première partie. Donc, place à vos questions ou remarques. Oui, ça marche. Moi, je ne vais pas vous poser une question au titre de mes fonctions officielles, mais parce que je suis le père, je suis le directeur général du groupement des autorités responsables de transport, mais je suis le père d'une fille qui habite à Nantes. Et moi-même, j'habite en région des Pays de la Loire, et je suis évidemment, dans ma vie personnelle, complètement dans ces discussions autour de Notre-Dame-des-Landes. Et aujourd'hui, la question qui se pose localement, c'est de savoir si finalement la loi du plus fort, et le plus fort, il n'est pas du côté en vérité des zadistes, parce que vous l'avez très bien analysé, il est très compliqué pour les autorités de réagir, et d'ailleurs Bruno Retailleau a dit que c'était quand même assez exceptionnel qu'on soit obligé de faire un référendum pour appliquer des décisions de justice. Ça montre bien que effectivement l'autorité publique est dans une situation de grande faiblesse sur ce sujet-là dans cette région. Et la violence, elle s'exerce à l'égard des concitoyens, parce que je peux vous assurer que la vie à Nantes est devenue très compliquée pour ceux qui habitent tout à fait pacifiquement et qui trouvent des magasins défoncés, des routes coupées, parce qu'il y a une véritable violence qui est exercée à l'encontre des citoyens. Et donc en vérité, on peut peut-être mettre des clowns en face des forces de l'ordre, mais la véritable pression, elle est exercée par les zadistes. Ce sont des gens violents, ce sont des gens qui sont antidémocratiques et ce sont des gens qui ne respectent absolument rien et en tout cas pas leurs prochains. Et donc de ce point de vue-là, dans cette région fondamentalement démocrate chrétienne, ça ne correspond pas du tout à l'histoire et à la philosophie de cette région-là. Et je crois que là, véritablement, on arrive à un moment où effectivement, ils exercent la loi du plus fort contre des gens qui sont faibles et qui aimeraient effectivement être soutenus par l'État et qui ne seraient pas contre que l'État fasse montre d'un peu plus éventuellement de coercition pour revenir à une vie un peu plus normale. Voilà le témoignage que je voulais apporter. Alors, votre témoignage, c'est un point de vue. Voilà. Moi, il m'intéresse à ce titre-là. Il m'intéresse aussi en termes de perspective, parce que, donc, là j'anticipe un peu sur la deuxième partie, mais il y a un référendum le 26 juin. Dans quelle mesure est-ce que ce climat de violence ressenti négativement par une partie de la population, pas par toutes, puisqu'il y a quand même une partie de la population nantaise qui soutient le mouvement, il y a des liens, il y a des participations aux manifestations, je veux dire, ils venaient de quelque part, ces gens-là. Hein. C'était pas... quand il y avait plusieurs milliers de personnes en train de manifester, ils venaient de quelque part. Donc, quelle influence est-ce que ce climat, je dirais, poursuivi par la façon dont se déroule un certain nombre de manifestations contre la loi travail, va avoir sur le résultat du vote? Évidemment, je ne sais pas. On verra au lendemain du vote si ça a eu une influence ou pas. Alors, votre remarque qui est de dire c'est une région démocrate chrétienne voilà, qui n'est pas habituée à cela, qui est choquée par ce type de réalité, oui, mais en même temps, la Loire-Atlantique, c'est aussi une région qui a une autre tradition, qui est justement une tradition très contestataire. Il suffit de rappeler que c'est d'une usine
de l'aérospatiale à Bourganeuf, dans la banlieue de Nantes, qui est parti le grand mouvement de grève de mai 68, qui a une tradition anarcho-syndicaliste à Saint-Nazaire qui est ancienne, que c'est là qu'est née la Confédération paysanne, et notamment son ancêtre, le mouvement des paysans travailleurs. Et puis, il y a quand même la tradition de manifestation des agriculteurs de l'Ouest, bretons ou de Pays de la Loire, qui utilisent aussi la violence. Donc, c'est pas tout à fait aussi simple que ça. Je crois que les deux coexistent. Et je pense d'ailleurs, une des choses qu'on peut dire intéressantes sur la façon dont les élus locaux ont perçu, je pense que les élus locaux socialistes, qui en fait sont d'obédience ou d'origine souvent socio-chrétiens, même quand ils ne croient plus. Ils ont baigné dans une culture catholique. Ils ne sont pas très différents des démocrates chrétiens qui, à côté d'eux ou qui sont leurs adversaires. Je pense qu'ils ont été tétanisés par cette situation-là, parce qu'ils se pensaient de très très bons élèves en matière d'écologie à Nantes, et qu'être accusés de tuer la diversité et de nuire au climat, ils ne s'y attendaient pas. Voilà, et que leur projet pour le territoire, qui est un projet de développement, mais aussi pas simplement de développement économique, d'amélioration du cadre de vie et de défense de l'environnement, ne prévoyait pas ce type d'accident industriel, si on peut dire, sur ce type de projet. Moi, j'avais une petite question simplement sur l'organisation ou la gouvernance, pour reprendre un terme très à la mode, de ce mouvement. Comment ça marche, effectivement? Est-ce qu'il y a des théoriciens? Est-ce que, finalement, c'est très structuré? Il y a quand même des têtes pensantes, des leaders Alors, il n'y a pas de hiérarchie. C'est-à-dire, n'ayez pas en tête que c'est un mouvement noyauté. C'est un mouvement qui fonctionne comme une mouvance, dont les limites, les frontières ne sont pas extrêmement nettes. C'est-à-dire qu'il y a des sympathisants, je veux dire, des militants d'attaque, je veux dire, ne sont pas des militants violents. Ils étaient plutôt sur certaines thématiques, sur les échanges inégaux au niveau économique, plus que sur l'écologie. Voilà, il y a une mouvance. Alors comment est-ce qu'elle fonctionne? De manière interne sur la ZAD, elle fonctionne par des assemblées générales, par des soirées débats, sans hiérarchie, sans leadership. Alors évidemment, je pense qu'il y a, et j'en ai rencontré des zadistes qui pensent plus que d'autres, et je pense qu'ils ont une très bonne lecture stratégique des choses. Un point très important sur lequel je reviendrai, c'est la qualité des relations qu'ils ont nouées avec les opposants classiques. Mais leurs informations sont très bonnes. Le chiffre que je donnais tout à l'heure de 30% des effectifs de la gendarmerie mobile mobilisés par l'opération César, il m'a été donné par un analyste de la gendarmerie nationale et il m'a été donné par un zadiste. Le même chiffre. Voilà. Donc ça veut dire qu'ils ont une bonne lecture des rapports de force et des enjeux. Et notamment de la nécessité de passer des alliances. Voilà. Donc ça fonctionne de cette façon-là, avec le site Zadnadir qui joue un peu le rôle de plateforme Internet, et des zadistes qui vont créer ou soutenir la création d'autres ZAD. Donc il y a un fonctionnement en réseau, une forte utilisation d'Internet. Il y a une dizaine de personnes qui, depuis 2010, travaillent sur les réseaux sociaux pour soutenir l'action des zadistes, qui sont des zadistes. Et puis, bon, pour le reste, c'est des gens qui font un investissement militant qui est très, très réel. Ils ne sont pas dans des chambres d'hôtes ou des gîtes de charme. Hein. C'est les faits que je constate. Oui, Gilles Matelier, je reviens sur ce que vous disiez de la gouvernance, et je rebondis un peu sur ce que disait monsieur. Il y a quand même des castes, vous le disiez vous-même, les clowns, les guerriers, donc il y a quand même une certaine hiérarchie qui s'installe. Et est-ce que, et vous parlez de théoriciens aussi, est-ce que c'est pas dans un réseau qui est beaucoup plus large, qu'on appelle les Anonymous, qui traînent avec les réseaux sociaux et le réseau Internet à travers le monde? Alors, je pense qu'il faut vraiment raisonner en termes de nuages, plutôt que de cercles. Et dans ce nuage, à proximité, pas très loin, pouvant se rapprocher, pouvant
apporter un soutien. Il y a des gens qui travaillent sur d'autres problématiques, qui sont squatteurs, graffeurs, militants du mouvement No Border ou militants altermondialistes sur d'autres thématiques, hein, qui sont dans des sensibilités qui sont proches. Et voilà, tout ça fonctionne ensemble. C'est un phénomène gazeux, si vous voulez, c'est pas un phénomène solide. Et je pense que c'est une des difficultés d'ailleurs en face de l'analyse du phénomène par les pouvoirs publics. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est relativement insaisissable. Alors, il y a au sein de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, qui est donc la plus importante, et une ZAD où ces différenciations peuvent exister, il y a des clivages qui existent. Notamment, il y a un clivage entre des gens qui sont issus des classes moyennes, qui ont fait des études, qui ont un capital culturel, qui ont éventuellement des économies ou qui ont les moyens, en sortant de la ZAD, de reconstituer leurs économies pour revenir vivre dans la ZAD. Et puis d'autres qui s'appellent eux-mêmes les arrachés, qui sont des gens qui ont des parcours beaucoup plus chaotiques, qui sont souvent issus de milieux populaires. Et il y a des textes critiques, écrits par les arrachés, critiquant le mépris de classe dont ils étaient l'objet, de la part des autres zadistes. Bon, ceci dit, à mon avis, cela reste relativement anecdotique, surtout quand vient la confrontation avec l'extérieur et avec les forces de l'ordre. J'ai une seconde question. C'est à vous écouter, on les sent quand même très structurés, même si c'est gazeux. Et je me pose la question de savoir si, justement, la stratégie initiale n'était pas d'abord de faire du mimétisme avec la société civile démocratique que nous représentons et qu'ils détestent, je ne sais pas quel terme employer, ou en tout cas qu'ils combattent, et qu'ils utilisent ensuite les mêmes méthodes, notamment en termes de confrontation, donc avec des stratégies de guerre, pour contrer justement ce que nous sommes. Alors, peut-être que le terme de stratégie de guerre est un peu excessif, même si lancer un cocktail Molotov sur un gendarme, alors qu'heureusement on des habits traités pour résister relativement bien à ce genre d'agression, c'est quand même un acte effectivement extrêmement violent. Mais la violence, dans la société française, elle n'est pas le fait que des zadistes, elle existe. C'est à la fois une tactique de certains acteurs, et c'est le symptôme de contradictions fortes. Hein. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'il suffise de dire la violence est mauvaise, il y a un mépris de la démocratie, un mépris du droit, de la justice, etc. Parce que d'abord, ça n'a aucune prise sur la réalité. Peut-être au niveau de l'électorat, s'il y a vote, mais au niveau des zadistes, je veux dire, ça leur glisse dessus comme l'eau sur les plumes d'un canard d'une zone humide. Et parce que bon, ils ont le rapport traditionnel de l'extrême gauche à la démocratie classique. C'est-à-dire, ils en critiquent les dérives, ils savent qu'elles ne leur sont pas favorables, donc ils ne se situent pas sur ce plan-là. Mais ils ne sont pas les seuls en France. C'est-à-dire que quand des agriculteurs cassent des portails écotaxes, voilà, je sais que je parle d'un sujet qui va parler à mon auditoire, qui mettent le feu, les démontent, etc., y compris avec certains affrontements avec les CRS, c'est de la violence. Ça ne respecte pas les décisions prises démocratiquement, à l'unanimité pratiquement par le Parlement, et par un gouvernement qui a été légitimement élu. C'est quand même, ça existe dans la société française, ce genre de situation. Et je pense que ça va exister dans la période qui vient de plus en plus. Donc, le recours à la violence, qui pour d'ailleurs la plupart des zadistes, je le répète, est une violence de résistance physique à l'évacuation, n'est pas le propre du mouvement des zadistes. Et puis, ce qui m'apparaît, c'est qu'à la fois, dans le mouvement des zadistes, il y a des composantes qui ont un rapport différent à la violence, de ceux qui la recherchent à ceux qui la fuient. Il y a un continuum avec des gens qui l'acceptent comme défense, comme pratique défensive, etc. Et en même temps, qu'il y a une sorte de perméabilité. C'est-à-dire, je pense qu'on peut entrer dans une ZAD comme militant écologiste, je dirais classique, pacifique, etc., et dans certaines circonstances, en venir à l'affrontement physique. Même sans avoir recours à l'explication de l'alcool.
Il me semble que simplement l'adrénaline de certaines situations, je pense d'ailleurs que c'est exactement ce qui s'est passé pour Rémi Fraisse, qui au début a observé de loin les affrontements, et à un moment de la nuit, à cause de l'adrénaline suscitée par ce genre de situation, a décidé d'aller au contact. Pas forcément clairement, je vais me battre, je prends une arme, enfin, par destination, mais je ne peux pas rester comme ça, là, à regarder ça de loin en spectateur, j'y vais, je me rapproche. Et malheureusement, il s'est rapproché pour en mourir. Donc je crois que voilà, c'est beaucoup plus fluide, en fait, entre violence et non-violence, de même que du côté des forces de l'ordre, je pense que la situation n'est pas du tout maîtrisée. C'est-à-dire, chacun des deux côtés, on rentre dans l'affrontement avec un schéma préétabli, résistance physique, défensive, maîtrise de la violence du côté des forces de l'ordre. Et puis il y a un moment, dans certains cas, où ça échappe complètement parce que ça devient n'importe quoi. Il y a des groupes très mobiles qui harcèlent les forces de l'ordre, qui perdent leur calme. Il y a des instructions pas claires de la hiérarchie ou du préfet. Il n'y a plus de munitions. Il y a plus de... Il y a un porte-voix, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un mégaphone, voilà, qui ne marche plus. Et puis de l'autre côté, voilà, on se laisse aller. Voilà. Sur le noyau dur de Notre-Dame-des-Landes, donc tu disais 400 à 500 personnes, en sédentaire, mais capables de migrer, selon la carte qui est exposée là, en slide, mais néanmoins 500 personnes qui sont comme Nuit debout, Place de la République, avec des petits îlots qui s'organisent, où il y a quand même une organisation. Comment la vie s'organise en dehors des aspects de manifestation et de violence? La fréquentation, le nombre de zadistes présents dépend de la saison. Il y a évidemment beaucoup plus de monde en été qu'en hiver, parce qu'en hiver c'est franchement difficile. Ceci dit, vu la localisation des comités de soutien, qui sont à peu près, pour plus de la moitié, sont en Bretagne et en Pays de la Loire, l'arrivée de renforts rapides est assez plausible. Donc c'est une question que se posera le gouvernement s'il décide l'évacuation. Quand ? Voilà. Alors comment c'est organisé ? En fait, c'est des tout petits groupes. Il y a des squats, il y a des fermes squattées. Il y a des gens qui sont isolés dans des cabanes qui ressemblent vraiment à des cabanes de bidonville ou des caravanes. Tout ça sans chauffage, sans eau courante, qui sont sur un bout de terrain qu'un agriculteur leur a laissé, ou bien qui est un des terrains qui a été exproprié et qui est la propriété du Conseil général ou de Vinci, ou du syndicat mixte, je ne sais plus. Voilà, donc des gens qui sont assez dispersés, parce que sur 1650 hectares, 500 personnes, c'est pas très, très visible. Hein, voilà, il ne faut pas avoir l'impression que c'est un village. C'est pas vrai, ça ne ressemble pas à ça. Ce mouvement transgénérationnel, transculturel, est-il présent hors de France ? Est-ce qu'il existe des oui, ailleurs, puisque il me semble avoir entendu qu'à Notre-Dame-des-Landes, il y avait des renforts venus d'Allemagne ou des Pays-Bas. Alors, je ne sais pas si le terme renfort, en l'occurrence, est adéquat. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de... Vous connaissez tous le Tour de France, des compagnons Tour de France. Là, il y a un petit peu l'équivalent altermondialiste, donc, qui consiste à aller d'une ZAD ou d'un lieu de lutte. Il n'y a pas que ça, il y a ferme des 1000 vaches, etc., enfin d'autres endroits, où des militants, qu'ils soient français ou d'autres pays européens, voilà, vont de zone libérée en zone libérée, participer à l'effort collectif, vivre des relations, apprendre. Hein. De certaine façon, la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, elle joue le rôle d'un incubateur, non pas de start-up, mais de nouvelles ZAD. On y apprend à faire de la ZAD, c'est-à-dire à penser l'organisation, la défense, mais aussi à construire une cabane qui tienne le coup, à monter un site internet et probablement à se défendre contre une intervention policière. Donc là aussi, voilà, il y a un nuage, c'est pas le nuage de Tchernobyl, mais il y a un nuage qui circule de ZAD en ZAD, des gens qui vont... Moi, j'ai emmené mes étudiants sur la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, l'une d'entre elles est restée. Bon, elle est restée que le week-end, mais elle est revenue l'été. Et l'année suivante, elle a passé une partie de son temps sur la ZAD. Ça lui avait plu. Voilà.
Donc elle n'était pas en stage à TDIE, je précise tout de suite, donc elle n'a pas joué le rôle de taupe, mais elle avait toujours un discours très, très altermondialiste, et donc ça lui a plu, c'est une expérience qui lui a plu. Il y a un côté communauté post-68 aussi. Hein. C'est-à-dire, il y a un côté dans la ZAD qui sera d'ailleurs compliqué, qui sera un problème en cas de victoire du non à l'aéroport. Qui est l'idée qui a germé chez beaucoup de zadistes, en cas de victoire, de rester et de construire sur place un territoire de l'alternative. Et la ZAD, qui a été zone d'aménagement différé, puis zone à défendre, deviendrait une zone d'autonomie définitive. Donc voilà, en cas de victoire du non, il y aura une revendication à rester sur place, à récupérer les terrains qui ont été expropriés pour y créer une société alternative. Voilà, ça nous paraît très loin ici, mais je veux dire, c'est une... Je continue ? Il y a encore une question et puis après... En cas de victoire des pro-aéroports, pensez-vous qu'il a été... Alors ça, c'est la suite. Vous me faites une transition merveilleuse, Philippe, merci. J'avais juste une dernière question. C'était sur l'utilisation des images. Vous avez beaucoup parlé d'utilisation des images en faveur plutôt donc, des faibles contre les forts. Néanmoins, on voit de plus en plus, notamment dans la dernière évacuation de ZAD à côté d'Agen, l'arsenal contenu par les zadistes qui est très très mis en scène. Et aussi, c'est à côté par rapport aux manifestations qui ont eu lieu dernièrement, justement tous les équipements, etc., qui sont utilisés pour, entre guillemets, casser du flic. Et du coup, c'est quand même quelque chose qui est aussi très mis en scène par les autorités, et bien repris par les journaux et par les médias aujourd'hui. Donc j'ai l'impression que la bataille de l'opinion, effectivement, c'est peut-être un sujet... Elle n'est pas jouée. Elle n'est pas jouée du tout. C'est vraiment quelque chose qui est très délicat. C'est-à-dire, c'est une bataille qui peut être perdue à tout moment. C'est-à-dire, toute erreur se paie cash. Je veux dire, la mort de Rémi Fraisse s'est payée cash pour le côté gouvernemental. Les manifestations violentes à Nantes se paient cash. S'il y avait un blessé grave du côté police ou un mort, ça se paierait cash. Ça peut arriver, tout à fait. Voilà, donc c'est un jeu qui, pour les deux joueurs, si j'ose m'exprimer ainsi, enfin les deux parties prenantes du conflit sur le terrain, force de l'ordre et zadistes, c'est un jeu qui est à risque. Hein, ça, c'est certain. Bon. Oui, juste une question par rapport aux origines des ZAD. Oui. On voit bien, vous avez dit qu'il y avait peu de ZAD finalement dans la multitude des projets, puisque si on les corrèle par exemple au GP2I, hein, donc aux grands projets inutiles et imposés, où si je reprends bien FNE en compte à peu près 150, voire un peu plus, on est donc sur une fraction, hein, à peine 10% des GP2I qui donnent un phénomène zadiste. Qu'est-ce qui fait qu'on passe donc d'une GP2I, ce qui est déjà par rapport à la quantité de projets qui sont sujets à polémique est déjà une faible proportion. Qu'est-ce qui fait qu'on a un fait générateur, hein? Je revois dans votre carte, on a Sivins, donc un tout petit projet qui crée un phénomène zadiste. On a Bure, où on a en réalité pas vraiment de phénomène zadiste qui a pris. Il y a même des concurrences dans les phénomènes zadistes, puisqu'il y a une ZAP, une zone à protéger en paix, donc un phénomène concurrent de la ZAD, hein, où la posture est vraiment le pacifisme. Et on voit bien que donc, sur Bure, qui est pourtant en polémique à tous les germes, hein, le nucléaire, les déchets, ça a tout pour réussir, ça ne prend pas. Qu'est-ce qui fait l'effet générateur ? Alors justement, ça, je m'apprêtais à vous le dire. Bon, j'ai en fait un petit peu entamé déjà ma deuxième partie en vous disant mon rôle d'incubateur, rôle d'Internet dans la structuration du mouvement. Donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que demain on va avoir des ZAD partout ? D'ailleurs, c'était un des slogans des zadistes, c'est ZAD partout, avec un point d'exclamation. C'est un peu comme les, je sais plus, 200 Vietnam qui étaient promis par l'extrême gauche dans les années 60 en protestation contre la guerre du Vietnam.
Alors, il y a un premier élément, c'est que quand même, je pense que le réservoir de militants prêts à vivre l'expérience d'une ZAD n'est pas si étendu que cela. Alors, il est très difficile d'avoir une estimation du nombre de zadistes. Les gens qui sont passés sont restés suffisamment longtemps. Alors, à partir de combien de temps est-ce qu'on a le diplôme de zadiste? Je ne sais pas. Ça m'étonnerait beaucoup que ça dépasse les 2 ou 3 000 personnes, avec des gens qui tournent, donc qui donnent de l'ampleur au phénomène. Pourquoi? Parce que ça veut dire une rupture dans une vie, donc c'est souvent des gens qui ont une certaine disponibilité, qui sont en période soit étudiants, soit en période de césure dans leur vie professionnelle, parce que les conditions de vie sont vraiment très très difficiles. Des fermes abandonnées aux toitures incertaines, pas d'électricité, alors il faut faire des raccords sauvages au réseau, quelquefois pas d'eau courante, pas de chauffage évidemment, en hiver c'est un peu humide l'ouest, même s'il ne fait pas très froid. Alors, par ailleurs, je pense que la création et surtout la survie d'une ZAD nécessite un certain nombre de conditions. Il y a une première condition, c'est qu'il faut qu'il y ait un conflit ancien et une très forte contestation locale, même si elle n'est pas forcément le fait de l'ensemble des acteurs et de la population locale. Il faut un terrain favorable, je dirais presque au sens militaire du terme. C'est-à-dire il vaut mieux un espace de bocage avec des haies, des parcelles boisées, une forêt comme à Roibon ou à Sivens, plutôt que ce que les géographes appellent un open field, c'est-à-dire les grands paysages d'espaces ouverts, de champs ouverts qu'on rencontre en Champagne ou en Alsace. La soi-disant ZAD du grand contournement ouest de Strasbourg se réduit à quelques cabanes en bois qui ressemblent à des abribus antiques et déglingués, sans occupation permanente, dans un paysage de champs. À l'inverse, même chose à Bure d'ailleurs, on est dans des paysages très très ouverts. Donc en fait, pour des raisons, je dirais, techniques, de résistance, être dans un paysage découvert et dont la lecture et la surveillance est extrêmement facile pour les forces de l'ordre, c'est un très très gros désavantage. Être dans un paysage qui est morcelé par des haies, des arbres, etc., avec possibilité de se cacher, y compris à couvert, par exemple, de la surveillance des hélicoptères, c'est beaucoup plus favorable. La proximité d'une grande ville est un élément extrêmement important. Une grande ville avec des universités, des étudiants, une classe moyenne relevant de ce qu'on appelle, pour aller vite, les bobos, qui vont être le terreau social du soutien au mouvement de la ZAD, en tout cas à l'opposition au projet. De ce point de vue, il vaut mieux être près de Nantes, près de Toulouse, près de Grenoble et de Lyon, que près de Bar-le-Duc ou Chaumont. Hein, où les... Donc les grands projets, il faut les installer là-bas, Bar-le-Duc, Chaumont. C'est quand même assez souvent, enfin, une bonne partie d'entre eux, c'est le cas. Et puis, il y a un élément qui est extrêmement important, et c'est là qu'on va retrouver la question de la concertation, qui évidemment, la concertation est très très bousculée comme perspective par l'existence du phénomène zadiste. C'est la capacité des zadistes à nouer une alliance avec des acteurs locaux et des opposants classiques. Là où les ZAD tiennent ou sont fortes, enfin, c'est essentiellement le cas de Notre-Dame-des-Landes, c'est parce que cette alliance a été construite dans la clarté des différences de modes d'action et d'objectifs. Et quand j'ai rencontré zadistes et opposants classiques à Notre-Dame-des-Landes, ils m'ont tenu exactement le même discours avec les mêmes mots. L'un sans l'autre, on n'est rien. Donc on a besoin chacun de l'autre, chacun respectant les particularités de l'autre. C'est-à-dire les zadistes évitent de se moquer des modes d'action bien gentils des opposants classiques, rencontre avec le préfet, inventaire de la faune et de la flore, pétition, voire grève de la faim qui ne dure pas très longtemps. Alors que les opposants classiques, sans vouloir recourir aux mêmes moyens, respectent le courage physique des opposants zadistes. Hein? Donc là, il y a une alliance stratégique claire qui ne fait pas l'impasse sur les différences moyens, les différences d'objectifs, mais pour le temps concerné, c'est-à-dire jusqu'à l'abandon du projet, il y a coïncidence des objectifs sur cette phase-là. Et il y a complémentarité des moyens d'action.
Là où cette alliance n'a pas pu être construite, au contraire, les ZAD sont faibles. 2 exemples, Sivens et Roibon. À Sivens, la contestation du projet de retenue d'eau est le fait d'une partie seulement de la population locale et d'une partie particulière, celle qui est composée de néo-ruraux venus s'installer depuis l'agglomération toulousaine dans l'ouest du Tarn et qui sont venus là en partie pour des raisons de choix de cadre de vie, donc qui ont un rapport à la nature qui est particulier et qui défendent ce pourquoi ils sont venus habiter, avec leurs valeurs de citadins qui habitent dans une zone rurale. Et donc, il y a une association locale qui est opposée au projet. Elle recrute localement, mais elle recrute essentiellement parmi des gens qui sont là depuis 5, 10 ans, 15 ans, et pas plus. Une autre partie de la population est violemment en faveur du projet. Je ne dis pas violemment pour rien. Agriculteurs, maïsiculteurs, qui vont bénéficier du projet quand il sera réalisé. Plus largement, des ruraux qui ont un rapport plus utilitaire aux ressources de la nature, de la campagne, souvent chasseurs par ailleurs, dans certains cas militants ou sympathisants du Front National. Pourquoi est-ce que je dis violent? Parce que ces gens-là, à un moment donné, ont monté une milice anti-zadiste qu'ils ont poétiquement baptisée milice anti-PLP. PLP, c'est les initiales de Pulapis. Et qui, avec des manches de pioche, est venu attaquer à plusieurs reprises des sites occupés, des fermes occupées ou des granges occupées par des zadistes sur le site. Donc là, on a une société locale qui est divisée. Les élus tarnais sont pour le projet, ils sont derrière, ils sont à l'origine du projet. Une partie de la population, ce qu'on va appeler les ruraux classiques, traditionnels, les soutient. Une autre partie est opposée. Hein, mais cette partie d'opposants locaux est perçue comme illégitime par les opposants, les partisans du projet, les ruraux classiques, qui disent en fait, bon, pour reprendre un slogan du Front National, on est chez nous. Eux ne sont pas chez eux, ils sont chez nous. Pourquoi veulent-ils nous imposer l'abandon de ce projet? À Roibon, je termine, à Roibon, on a quelque chose d'extrêmement semblable. J'y reviendrai dans les questions, donc il faudra me poser une question sur Roibon. Alors, juste sur l'histoire du référendum. Bon, je ne vais pas vous répéter des choses que vous savez sur les problèmes juridiques qu'il a posés, puisque à l'origine, rien n'existait qui corresponde à ce type de référendum, donc il a fallu mettre en place le cadre juridique. Il y a un problème qui est très important, parce qu'il peut avoir des conséquences par la suite, c'est la question du périmètre du vote. Le choix qu'a fait le gouvernement, c'est la Loire-Atlantique. Pourquoi? Officiellement, parce que c'est le territoire le plus concerné, d'accord, mais la région Bretagne et la région Pays de la Loire contribuent au projet financièrement, et quand il y a eu un débat public, il y a eu des réunions jusqu'à Brest. Donc, si la Loire-Atlantique a été retenue, c'est parce que des sondages ont fait apparaître qu'à cette échelle géographique, le oui à l'aéroport avait de fortes chances de l'emporter. Inversement, évidemment, les opposants à l'aéroport veulent un cadre plus large parce qu'il permettrait de mobiliser des opposants en Bretagne, paysans, écologistes, régionalistes, etc., qui pourraient voter contre le projet. Donc, le fait qu'on ait choisi la Loire-Atlantique, si le vote est favorable au projet, risque d'être un argument dans la poursuite de la contestation par la suite. Le référendum ne serait pas, le résultat ne serait pas légitime, parce que la question n'a pas été posée à la bonne échelle géographique. Bon, ça, c'est une question vraiment intéressante. Et puis, il y a une question plus de fond qu'a soulevée Delphine Batho, et qu'on pourrait résumer avec la question, est-ce que l'écologie est soluble dans la démocratie? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut accepter que des objectifs qui sont des objectifs répondant à des problèmes planétaires, à des valeurs essentielles, la charte de l'environnement a été intégrée, adossée à la Constitution, peuvent être désavoués au cas par cas, c'est-à-dire chaque fois qu'il s'agit de les mettre concrètement en pratique, par des votes locaux. Ça, c'est une vraie question. Hein? Et quelle est la logique de faire décider localement du sort d'un projet qui, par ailleurs, est un projet national, ou au moins interrégional, certainement national, puisque c'est l'État qui en est le maître d'ouvrage primaire. Voilà. Donc là, il y a des vraies questions, et ce qu'on peut se demander en cas de victoire du oui
au référendum, c'est quel sera le choix tactique que fera le gouvernement. Est-ce qu'il décidera une évacuation dans la foulée pour profiter de l'effet référendum, mais ça veut dire qu'il cherchera à évacuer la ZAD au moment où elle est la plus peuplée, en opposant. Est-ce qu'il attendra l'hiver, parce qu'il y a moins de monde, mais l'hiver, c'est beaucoup se rapprocher de la présidentielle, donc avec un coup politique possible pour le candidat Hollande, braquer l'électorat écologiste, ce qui l'empêcherait encore plus d'accéder au second tour. Et puis il y a une troisième possibilité qui est d'attendre, de refiler le bébé au gouvernement suivant, qu'il soit socialiste ou qu'il soit de droite. Voilà. Donc je pense que ces trois hypothèses sont en train d'être discutées au niveau ministériel ou gouvernemental. Voilà, place à vos questions. De nouveau une question sur la légitimité démocratique. Lors de la campagne des élections régionales, ce sont les candidats qui ont mis un petit peu entre parenthèses, si je puis dire, leur soutien à l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes qui ont fait le résultat le plus mauvais. Ceux qui ont été élus sont ceux qui défendent de manière absolument forte ce projet. Donc il y a déjà eu, si je puis dire, un sondage en grandeur réelle avec ces élections régionales. La quasi-totalité des élus se sont prononcés pour le projet, que ce soit sur les régions de Bretagne ou de Pays de la Loire. Alors, admettons que le référendum confirme ce résultat, c'est-à-dire qu'il y ait effectivement un soutien au projet. Est-ce que, effectivement, la légitimité démocratique sera suffisante pour que le projet se fasse effectivement ? Et si le référendum donne un résultat négatif, quid de la légitimité démocratique sortie des urnes des élections régionales et puis municipales avant, et puis de toutes les élections locales qui ont toujours soutenu les élus qui étaient favorables au projet? Alors les élus n'ont pas été élus que sur ce projet-là, ou n'ont pas été battus que là-dessus. J'ai assisté au débat pendant les élections régionales. Je peux vous assurer que ça a été un enjeu absolument majeur des discussions. Je veux bien, mais si on prend l'ensemble des électeurs qui se sont déplacés, je pense que les motivations sont plus diverses. Ça ne veut pas dire que cette motivation n'existait pas, mais il y a eu aussi, de la part de certains électeurs qui se sont éventuellement abstenus, la volonté de sanctionner le gouvernement. Il y a eu le bilan des équipes sortantes, d'élus. Voilà, tout ça a joué également. Donc le référendum n'aura porté que sur cette question-là. Voilà. Est-ce que les élus verront leur légitimité affaiblie? Peut-être, mais enfin ça arrive dans la vie démocratique. Je pense que la légitimité politique de François Hollande est moins forte alors aujourd'hui qu'au moment de son élection, alors qu'il a été élu tout à fait dans les règles. Donc c'est la vie politique. On a une légitimité forte au moment de l'élection, on la perd plus ou moins par la suite. Et je pense que oui, qu'est-ce qui se passera? Je doute beaucoup que les zadistes acceptent de se faire évacuer sans résister. Et étant évacués, de ne pas chercher à revenir. Voilà. Donc je ne pense pas que un vote oui à l'aéroport suivi d'une évacuation réussie, à un moment T, signifie... et puis, à supposer que l'évacuation soit définitive, ça veut dire aussi qu'on libère un potentiel militant disponible pour d'autres conflits. Donc il y a un certain nombre de maîtres d'ouvrage qui se disent, finalement, peut-être que c'est pas si mal d'avoir une sorte de réserve de zadistes. On pourrait même leur attribuer quelques terres, à condition qu'ils s'implantent durablement. Voilà, donc on n'en a pas fini, je veux dire, avec le phénomène des ânes. Alors, justement, on n'en a pas fini. Mais merci pour cette analyse très, très complète et très fouillée d'un témoin, j'allais dire, qui a été à l'intérieur du phénomène. À l'heure actuelle, la campagne qui est en train de se dérouler d'une façon totalement nouvelle à Nantes, moi, ce que j'en retiens, c'est que ceux qui sont pour l'aéroport disent « votez oui, comme ça les zadistes partiront ». Et un certain nombre d'élus écologistes
nantais en particulier, ont publié une tribune il y a quelques jours en disant « Votez non », parce qu'à ce moment-là, si le projet est abandonné, les zadistes n'auront plus aucune raison de rester là. Je crois que c'est quand même un summum de confusion. Et en rentrant de Nantes tout à l'heure, je lisais la presse locale, Ouest France et Presse Océan, dont je vous recommande la lecture, parce que, mais vous le faites déjà, parce que la confusion sous tous les angles était totale. Il y avait un quart de page qui était consacré à reprendre une déclaration du préfet qui expliquait de façon tout à fait pédagogique le fonctionnement de cette consultation électorale d'un style nouveau, en disant c'est une consultation dans laquelle d'ailleurs on n'a pas, dont l'organisation est confiée au maire, on n'a pas prévu de commission de contrôle, ni d'arbitrage, je simplifie, au niveau de la préfecture. Et si quelqu'un vient interdire l'accès au bureau de vote, le maire peut réquisitionner la force publique et si j'en ai assez, je l'enverrai des gendarmes. Bon. Alors, comment, dans ce contexte donc, que vous avez bien décrit, le oui au référendum ne veut pas dire que l'on fera le projet, et il ne sera pas accepté d'ailleurs, puisqu'il y a déjà un recours au Conseil d'État contre le décret, et le débat télévisé qu'il y a eu hier a explicité que le oui ne serait pas la fin que s'il y avait un oui, ça ne serait pas du tout la fin des luttes. Le non sera sans doute l'arrêt du projet, mais comment est-ce qu'on peut concilier ce genre de situation avec une approche, je dirais, démocratique, mais je ne sais plus quel est le sens qu'il faut donner à ce mot, c'est-à-dire est-ce que l'expression d'une volonté majoritaire peut être conciliable avec ce genre de situation initiée par les ZAD? Comment est-ce que vous l'analysez? Alors, d'abord, j'ai un peu l'impression qu'il y a assez souvent dans une démocratie, en tout cas en France, des campagnes qui sont confuses. J'ai l'impression que... Enfin, il me semble avoir lu qu'à peu près 70% des Français sont favorables au maintien du rôle de l'État dans l'organisation de la société, donc plutôt défavorable à une évolution libérale, et une proportion à peine inférieure s'apprête à voter pour des candidats de droite qui font assaut de libéralisme. Donc, il me semble très très fréquent en fait qu'on ne vote pas en fonction de la question posée, ou qu'on vote dans une confusion complète par rapport à ce qui risque de se passer. Donc c'est une situation tout à fait classique. De même que la démocratie n'est pas, c'est-à-dire le vote. Alors sur le principe, le vote c'est la fin du débat. Dans la réalité, ça n'est pas la fin du débat. Imaginons au niveau national que la droite l'emporte sur un programme très libéral, ça n'empêchera pas, je pense, les syndicats qui sont hostiles à ce tournant de résister par tous les moyens. Donc voilà, la démocratie, c'est un fonctionnement très complexe, très imparfait. Là, la nouveauté par rapport à des conflits habituels, c'est qu'effectivement, on va avoir un vote sur un projet, ce qui n'arrive pas d'habitude. Le débat public, c'est pas du tout ça. Alors, et ça veut dire aussi que ça remet en cause tout à fait notre conception de la concertation, puisque la concertation avec les zadistes, ça n'a pas tellement de sens, ils ne sont pas prêts au compromis, ça n'est pas leur problème, ça n'est pas leur approche. En même temps, donc d'une certaine façon, l'existence des ZAD invalide les pratiques de concertation, et en même temps, je pense que la concertation est le meilleur moyen, sans garantie de résultat, mais d'empêcher la cristallisation du conflit, d'empêcher l'alliance entre opposants classiques et opposants zadistes, et donc d'empêcher l'apparition des ZAD. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles permettent de dénouer des situations déjà très, très enquistées, mais c'est probablement le meilleur moyen, pas forcément terrible, mais le moins mauvais moyen de prévenir l'apparition de ce genre de situation très, très radicale.
Je voudrais poser une question simple que je pense TDIE se doit de vous poser, puisque on est quand même une association qui travaille d'abord sur la question de la politique des transports. Que reste-t-il de cette question de la politique des transports, justement, dans ce débat ? C'est un élément très important de l'argument des pro-aéroports. Évidemment, l'objectif, ce n'est pas d'artificialiser des zones humides, mais c'est de créer un outil de transport qui favorise le développement de la métropole nantaise et plus largement des 2 régions concernées. Il est totalement absent de l'argumentaire des opposants. C'est-à-dire que l'aéroport est perçu typiquement comme un de ces grands projets inutiles qu'il faut combattre parce qu'ils sont inutiles et parce que leur coût environnemental est du coup disproportionné. Donc il n'y a pas un débat, il n'y a pas réellement un débat solution de transport contre solution de transport ou alternative. Sinon peut-être de la part de quelques élus écologistes, mais je ne suis pas sûr qu'on écoute beaucoup les élus écologistes dans ce conflit en fait. Ce sera la dernière question, après vous pourrez continuer autour du cocktail. Bonsoir, Dominique Overlo, merci d'abord pour l'analyse. Une remarque sur le traitement par les médias de la ZAD et ensuite une question qui revient d'ailleurs aux précédentes. La remarque, c'est que lorsque l'on regarde sur Internet la ZAD de Notre-Dame-des-Landes, on trouve un certain nombre de portraits des zadistes réalisés par Le Monde, ça doit être du mois de février ou du mois de mars, et qui montrent des trajectoires individuelles tout à fait intéressantes et tout à fait intéressantes à comprendre, et avec des personnes qui, pour le coup, deviennent assez sympathiques une fois qu'on a lu les articles. Deuxième constat, par rapport à ces articles, on s'aperçoit, ou c'est tout au moins le sentiment que j'en tire, que ces personnes trouvent un sens à leur vie à être dans la ZAD, à résister, à la faire durer et à résister à la mondialisation. Ce qui m'amène à la seconde partie de la question, qu'est-ce que va modifier un référendum totalement extérieur à la ZAD, à cette volonté des zadistes de trouver un sens à leur vie en étant présents sur la ZAD? Autrement dit, le gouvernement va trouver un surcroît de légitimité à pouvoir faire évacuer la ZAD, mais est-ce que ça modifie le point essentiel que tu as évoqué au début, c'est-à-dire le combat médiatique qui va devoir intervenir au moment de l'évacuation de la ZAD et qui est loin d'être gagné d'avance? Alors, je pense, si je dois répondre par un mot, la réponse serait rien. Ça ne changera rien à la motivation des zadistes. Effectivement, les zadistes vivent une aventure qui est difficile, mais certainement exaltante. Est-ce que ça modifiera les rapports de force? Je pense quand même un peu. C'est-à-dire qu'il y a une frange des soutiens aux zadistes qui risque de se retirer du conflit, donc affaiblir le rapport de force qui était en leur faveur. Je pense qu'une partie des acteurs locaux de la contestation, ceux qui sont sur la brèche depuis 15 ans, sont fatigués. Et que un oui à l'aéroport au référendum risque d'amener un certain nombre d'entre eux à se retirer du conflit. Donc ce que ça peut amener, c'est un relatif isolement des zadistes. Or, je disais tout à l'heure que la force de la ZAD, c'est ses liens avec les opposants locaux ou les opposants proches. Par contre, je ne suis pas sûr que ça affaiblisse durablement le soutien de beaucoup d'opposants, de soutien extérieur. C'est-à-dire les militants altermondialistes ne vont pas cesser de soutenir les opposants à l'aéroport. Parce qu'ils sont dans quelque chose dans un combat qui est beaucoup plus large. Voilà. Donc ça va modifier dans une certaine mesure, peut-être permettre une évacuation plus facile, mais je ne crois pas. Et voilà, je pense que le problème va subsister un certain temps. Alors, tout a une fin, donc il est tout à fait possible que la ZAD n'existe plus dans un an, par exemple. Mais ça ne veut pas dire que ce dont elle est le symptôme, c'est-à-dire une forme de radicalisation des luttes environnementales, ne va pas se manifester de nouveau, par exemple sur le thème du gaz de schiste, puisque la droite parle de relancer l'exploration du gaz de schiste, ou sur d'autres conflits, soit sous la forme d'autres ZAD, soit sous la forme d'autres luttes
mais ayant cette dimension radicale. Hein. Donc je pense qu'un des scénarios auxquels on est confronté, c'est celui d'une radicalisation des mouvements de ce type, et plus généralement des mouvements sociaux dans la France des années qui viennent. Et que les ZAD n'en sont qu'une des manifestations possibles.